Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Ils vivent et travaillent en Auvergne. Je suis Morgane Gramont, freelance en communication digitale dans le Cantal et hôte de ce podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui va être un petit peu particulier. J'ai pas d'invité aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une nouvelle série. L'histoire d'une Cantalou de 30 ans qui décide de rentrer au pays pour mettre ses connaissances du web au service des commerçants et artisans du Cantal. Donc oui, vous l'aurez compris, en fait l'idée c'est de tisser un peu plus de liens entre vous et moi, de faire plus ample connaissance. Et donc dans ce premier épisode, je vais vous partager un petit peu mon parcours, en tout cas le début de mon parcours, de mon enfance jusqu'au moment où j'ai quitté l'Auvergne à peu près. Et on se retrouvera dans un futur épisode pour la suite. Voilà, on va essayer de faire une petite série à ce sujet-là et que vous compreniez un petit peu mieux comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc, juste pour faire un aparté très rapide, aujourd'hui je suis freelance en communication digitale dans le Cantal. La communication digitale, c'est quoi ? C'est vos réseaux sociaux, la façon dont vous écrivez sur Internet, comment vous communiquez en fait sur Internet pour votre entreprise. Donc effectivement, ça passe par vos réseaux sociaux, ça passe par des créations de newsletters par exemple, par votre site Internet. Donc mon métier, c'est pas de créer des sites Internet, ça c'est le métier d'autres personnes qu'on appelle webmaster ou d'agence. Mais en revanche, je peux vous aider sur la définition de ce que vous attendez comme site web, comment vous allez l'agencer, quel va être le parcours de vos utilisateurs sur votre site web, enfin de vos visiteurs, et surtout quel texte et quelles images et tout ça vous allez mettre sur votre site web pour que il soit mieux référencé sur Google. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand on va taper par exemple, moi aujourd'hui si vous tapez communication digitale dans le Cantal sur Google, je fais en sorte que mon site plaise à Google pour qu'il finisse sur la première page de recherche de Google. Et donc voilà, c'est aussi ça mon métier, vous aider à être mieux référencé sur Google pour que les gens vous trouvent mieux. Mais je vous ai promis un autre contenu aujourd'hui. Je vais me plier à l'exercice que je demande à mes intervenants en interview, qui est de décrire tout simplement son parcours scolaire et comment on en est arrivé à là où on en est aujourd'hui, à savoir être actif en Auvergne. Et donc je vais me plier à cet exercice-là et faire moi-même l'interview en quelque sorte, même si je suis juste toute seule face à mon micro. Du coup, moi je suis née en 90, alors c'est rigolo parce que je suis née la même année que le premier moteur de recherche qui s'appelait Archie. Et aujourd'hui, je trouve, Archie c'est un peu le grand-père de Google et aujourd'hui je trouve que c'est assez drôle que je sois née la même année que lui, étant donné que je suis en plein dans ce domaine-là, professionnellement parlant. Donc voilà, ça fait résonner quelque chose en moi. Donc en 90, dans le Cantal, autant vous dire que le web, on n'en avait pas. On avait le Minitel. Enfin, moi, j'ai souvenir, quand j'étais petite, de regarder à la télé le Minitel. Pas de regarder le Minitel à la télé, mais d'avoir les annonces. Vous savez, par exemple, sur TF1, pendant les jeux télé, on avait 3615 code TF1. Voilà, j'ai ce souvenir-là. C'est mes premiers, ma première rencontre, en quelque sorte, avec le digital. Et puis, quand j'ai passé mon brevet, mes résultats étaient disponibles alors attendez, le brevet, c'était sur Internet, c'était au tout début, et donc nous on n'avait pas Internet à la maison, c'était les box Wanadoo, je me souviens, mes voisins avaient ça, et donc j'avais été voir mes résultats chez eux, et nous on n'avait pas du tout ça à la maison, et c'était à l'époque où vous savez, moi j'avais mes copines qui me racontaient quand elles allaient sur Internet, déjà c'était décompté à la minute. Donc fallait pas trop déconner parce que les parents après ils payaient et c'était pas rigolo, donc on allait vraiment sur Internet quand on en avait besoin. Comparé à l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, je trouve que l'évolution en 30 ans, même en 20 ans, parce que finalement c'était plus dans les années 2000, a été énorme. Oui, donc du coup on allait sur Internet, donc sur Wanadoo, et mes copines me disaient que quand elles étaient sur Internet, leurs parents pouvaient pas téléphoner, par exemple. Franchement, c'était un autre monde. Quand on compare à ce que connaissent les jeunes aujourd'hui, c'est plutôt hallucinant. Et donc, tout ça pour dire que nous, on a eu Internet à la maison en 2007, si je me souviens bien, ou 2006. Enfin bref, c'était l'été 2006 ou 2007. Et à ce moment-là, j'étais un peu la référente, je le suis encore, c'est rigolo. À la maison, je suis encore la référente Internet, mais c'est moi qui ai installé la box à la maison, c'était une Livebox d'Orange.
Et c'était la révolution, quoi. Enfin, moi, j'avais mes copines qui étaient sur Messenger, donc on se retrouvait sur Messenger tous les soirs après le lycée. On avait des skyblogs, et c'est grâce à cette appétence que j'avais particulière pour le web et ces facilités aussi en quelque sorte, enfin cette curiosité pour le web et les skyblogs et tout, que j'ai après cheminé vers ça dans mon parcours scolaire. Parce que avec Skyblog, on a appris à faire du CSS en fait. Le CSS, c'est quoi ? C'est le papier peint de votre site internet. Le HTML sur votre site internet, ça va être les fondations de la maison, les cloisons, la toiture, tout ça. Et le CSS, c'est un peu le papier peint, la déco. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert ça avec Skyblog. Alors aujourd'hui, ça paraît... Je fais un peu... vieille de parler de ça, mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, parce que finalement, ce que j'ai appris plus tard en école d'ingé sur le CSS, je le savais déjà un petit peu sans m'en rendre compte quand je faisais mes décorations dans mon Skyblog. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire assez court pour vous, ce sera pas un épisode d'1 heure, en tout cas j'espère, je voudrais plutôt faire un épisode d'une vingtaine de minutes pour faire du coup, pour retracer ce début de parcours. Donc moi j'ai fait mes études à Aurillac dans le Cantal, enfin mes études, mon lycée en tout cas. J'étais au collège, dans un collège de village à la Roquebrou, donc dans le Cantal également. Et puis je suis partie au lycée à Aurillac, donc je me souviens que la première année, je pense que s'il y a des anciens camarades de classe qui m'écoutent, vous reconnaîtrez, vous souviendrez de cette phrase-là, parce que ça avait marqué beaucoup de monde. Quand on est rentré en seconde, on avait notre prof de maths qui nous a dit « Oh mais de toute façon, on sait que ce n'est pas les étudiants qui viennent des collèges de village qui vont, des campagnes, qui vont réussir. On sait très bien que l'élite, elle était à Jules Ferry et à Jeanne de la Treille, donc c'est deux collèges aurillacois. Et il s'est trouvé bien piégé, parce que finalement, notre petite fierté, ça a été de faire en sorte que la tête de classe soit campagnarde, la première, donc en seconde, au premier trimestre. On était 3 étudiants, 3 lycéens en tête de classe, en maths en tout cas, dont j'en faisais partie. On était 3, et sur les 3, on était 2 de la Roquebrou et une personne de Saint-Cernin, donc c'était assez drôle, parce qu'on venait de petits collèges ruraux. Et moi, j'adore mon parcours. En CM2, il a fallu choisir entre aller en collège de ville à Aurillac ou aller à la Roquebrou. Mes parents ont choisi pour moi, mais le choix m'allait, et avec le recul, franchement, je regrette pas du tout. C'était des super années que j'ai passées dans ce collège-là. Et donc, après, pour le coup, on était obligé de partir au lycée à Aurillac, parce qu'il n'y avait pas 150 lycées non plus. Moi, je suis partie en général. Et c'est vrai que finalement, les élèves de collèges ruraux, ils s'en sont plutôt bien sortis. Alors après, je me suis retrouvée quand même en seconde, première, terminale, ça allait, mais c'était pas non plus la folie. Je me laissais porter, quoi, je dirais. J'étais pas une super élève, contrairement à ce que j'étais au collège. Et en fait, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai jamais su, clairement. D'ailleurs, au grand désespoir de mon père, qui lui comprenait pas qu'on ne sache pas ce qu'on veut y faire, mais moi je savais pas, j'étais perdue. Et parce qu'en fait, quand on est bon un peu dans tout, on est à la fois bon dans rien, et si on n'est pas passionné par quoi que ce soit, on sait pas quoi. Donc moi, tout ce qui m'intéressait à cette époque-là, c'était effectivement Internet. Je me plaisais sur MSN à papoter avec les copines, et sur les skyblogs à essayer de faire en sorte que mon décor soit beau et pimpant, et que j'ai des abonnés. Voilà, c'était le début des vanity metrics. Pour ceux qui ne savent pas, les vanity metrics, c'est le fait de compter ses likes et ses abonnés sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça fait du bien au cœur et à l'ego, mais c'est tout. Et donc en fait, c'était ça à l'époque. Et donc en terminale est venu le moment du choix, et moi je voulais pas aller en prépa. Je voulais pas, parce que prépa, j'entends par prépa maths spé, je ne voulais pas, parce que j'avais peur de l'échec en fait, et je savais que le rythme était très soutenu en prépa, que le niveau était élevé, et ça me faisait peur. Et mon prof de physique de l'époque du lycée a dit à ma mère, un jour en réunion parents-prof, non mais Morgane, si elle veut aller à la fac, c'est parce qu'elle est feignante, alors que clairement elle aurait les moyens de s'en sortir en prépa, et que la prépa c'est l'élite de la France. Il avait dit ça, je me souviens. Et alors du coup, bien sûr,
on m'a un peu forcé, hein, parce que ma mère a suivi ce qu'il a dit, mais parce qu'elle pense à mon bien, hein, c'est pas... Aujourd'hui, je la remercie. Mais du coup, on a dit, allez, on va aller tester l'élite de la France. Ça me fait beaucoup rire quand j'y repense aujourd'hui. Et donc, à la fin du lycée, je suis partie en prépa, en maths à Clermont, et j'étais pas du tout inspirée, hein, soyons clairs, j'avais pas envie de quitter Aurillac à la fin du lycée. Mais bon, j'avais pas le choix, et donc il fallait bien faire quelque chose, et donc je suis partie en prépa. Donc déjà, la prépa, psychologiquement, c'est compliqué. Mais alors en plus, si on n'a pas le bon mood, autant vous dire que c'est vraiment complexe. Et donc la première année, ça a été rock'n'roll. Le premier jour de cours, je me souviens que notre prof nous a dit, si vous avez un chéri un chéri ou une chérie qui est en fac, eh bien larguez-le, parce que de toute façon, ça ne tiendra pas. Vous aurez des rythmes de vie différents. Et puis aujourd'hui, on est mercredi. Cet après-midi, vous n'avez pas cours. Si vous avez une télé, profitez-en. Regardez-la tout l'après-midi parce que c'est fini pour 2 ans. Comment vous dire que ça met un peu la pression. Et ça va avec le discours élitiste de la prépa. Hein. Tous les lycées ne sont pas pareils, n'ont pas le même discours. Mais le fait est que moi, ça a été ma première expérience en prépa. Et puis bon, voilà, le premier DS de maths, devoir surveiller de maths est arrivé. J'ai eu 8. J'étais dégoûtée parce que, soyons clairs, c'était la pire note de ma vie, je crois, jusqu'ici. Non, il y avait eu un petit accident au collège, mais c'était vraiment l'accident, quoi. Mais là, voilà. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais déprimée à cause d'un 8, mais que ça allait être la meilleure note de toute mon année. Parce qu'en fait, ça a été la dégringolade. Et j'ai expérimenté ce qu'on peut appeler en quelque sorte l'échec scolaire, parce que j'ai passé 1 an en cours à ne rien comprendre. Mais genre vraiment ne rien comprendre. Et j'essayais. On avait des cols, ce qu'ils appellent en prépa des cols. Donc c'est des interros orales, en fait. C'est pour simuler les oraux d'école d'ingénieur, en fait. Et donc on en avait 2 par semaine. Et j'essayais de travailler pour mes cols, pour mes devoirs surveillés et tout. Je révisais à fond, mais je comprenais rien à ce que je faisais. Donc du coup, ça avait aucune valeur et j'étais perdue, quoi. Et ça ne m'était jamais arrivé. Donc j'ai complètement perdu pied. À tel point que ma mère, aux vacances de Noël, m'a demandé si je voulais arrêter. Mais sauf que je suis un peu têtue dans mon genre. Et donc, maintenant que j'avais commencé, je voulais pas échouer, quoi. Ça me saoulait d'échouer. Donc du coup, à la fin de la première année, le conseil de classe a bien entendu, sans aucune surprise, dit que je ne pouvais pas passer en spé, parce que j'avais pas le niveau. Et c'est très bien. Ils ont eu raison de le faire. Et il faut savoir qu'en prépa, enfin en tout cas à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas, il y a plusieurs filières, mais on n'a pas le droit de redoubler sa filière en première année. Donc je pouvais redoubler, mais si je changeais de filière. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, malgré le fait que je n'avais pas choisi d'aller en prépa l'année précédente. Cette fois-ci, je me suis dit que j'allais m'en donner les moyens et que j'allais tester. Et finalement, je trouvais que le cadre de la prépa était quand même plutôt fait pour moi, dans le sens où c'était très cadré. Et alors qu'à la fac, je pense que franchement, aujourd'hui, si j'avais été à la fac, je pense que j'aurais échoué parce que j'avais pas l'autonomie nécessaire à l'époque et le sens de la responsabilité par rapport à l'école. Donc je pense que j'aurais échoué. Donc du coup, j'ai décidé de redoubler dans une autre filière. J'ai annoncé ça à ma mère qui m'a dit « Mais tu te moques de moi, en fait, tu voulais pas y aller, tu m'as fait payer toute l'année le fait que tu ne voulais pas y être et que c'est à cause de moi que tu y sois et finalement tu redoubles. » Mais bon, ça va, on s'entend bien, heureusement. Et du coup, j'ai redoublé et là, j'ai compris. En fait, il y a des trucs que j'ai compris et ça a fait sens d'un coup. Et j'ai passé une très bonne année. Bon, j'ai changé de lycée entre-temps, de prépa, donc toujours à Clermont, mais dans un autre lycée qui était plus à mon niveau, je pense. Si vous avez des enfants ou des connaissances qui vont faire une prépa, sachez que les niveaux sont différents suivant les lycées. Et il faut pas forcément choisir un lycée parce qu'il a un super niveau. Par exemple, les prépas parisiennes ont des niveaux de ouf. Mais il ne faut pas forcément choisir le lycée pour le niveau. Il faut aussi choisir quel lycée nous conviendra le mieux. Et clairement, moi, mon premier lycée n'était pas... Enfin, on n'était pas fait pour s'entendre, quoi. Le rythme n'était pas le mien. Alors que mon deuxième lycée était beaucoup plus... me correspondait beaucoup mieux. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'élève. Et c'est très difficile quand on a 18 ans de savoir ce qui nous conviendra sans essayer. Ça, je l'entends. Et du coup, je pense que cette première année où j'ai échoué m'a permis d'apprendre plein de choses, notamment sur moi,
et sur mes façons de procéder, sur ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas. Et donc, c'est pas du tout une année perdue. Et sachez que si vous êtes en prépa et que vous échouez, ça, quoi qu'il en soit, ce sera pas une année perdue. J'ai appris tellement de choses cette année-là sur moi que franchement, ça valait le coup d'être vécu. Et donc tout ça pour dire que j'ai changé de lycée, j'ai fait ma sup avec succès, ma deuxième sup, j'ai fait ma maths P et j'ai intégré une école d'ingénieur donc à Saint-Étienne. J'ai choisi Télécom Saint-Étienne par rapport à mon appétence pour l'informatique parce que j'étais toujours à la maison celle qui installait la box, dans la famille aussi, qui installait les antivirus, qu'on appelle quand on a un problème sur l'ordinateur, d'ailleurs c'est toujours vrai. Et ça me plaît, clairement. Les téléphones me plaisaient, tout ça, donc les portables, les smartphones. Enfin, moi, je fais partie de cette génération qui est née, qui a grandi avec toutes les évolutions technologiques qu'on a vues ces 20 dernières années, à savoir Internet, le téléphone, les ordinateurs portables, les tablettes, tout ça. Et j'ai toujours eu une appétence particulière pour le sujet. C'est pour ça que j'ai choisi Télécom Saint-Étienne. Et donc, du coup, j'ai été obligée de quitter l'Auvergne. Finalement, j'aurais pu rester. Il y avait l'ISIMA, par exemple, à Clermont. Mais j'avais envie quand même d'aller voir un petit peu plus loin ce qu'il était possible de faire en dehors de l'Auvergne. Et finalement, ça a été pour mieux revenir plus tard. Du coup, je suis arrivée à Saint-Étienne un petit peu perdue parce que je découvrais tout un nouveau monde avec des étudiants qui venaient d'un peu partout. Il y avait notamment des étudiants étrangers, parce que l'école avait pas mal de partenariats avec des écoles à l'étranger. Et voilà, on s'est retrouvés tous ensemble et finalement ça a tissé des liens et ça m'a créé un réseau que je n'aurais pas eu si j'étais restée tout le temps ici, quoi. Et donc, en première année, en école d'ingénieur, en tout cas dans celle-ci, mais c'est à peu près vrai dans toutes, la formation est bâtie sur un tronc commun. Donc, on a tous à peu près la même formation, hormis le fait qu'on avait des remises à niveau dans certaines matières. Donc, par exemple, ceux qui venaient d'IUT, ils avaient des remises à niveau en maths et en physique. Et nous, qui venions de prépa, on avait des remises à niveau plus en électronique, et je ne sais plus quelle était l'autre matière, mais voilà, si c'était de l'informatique. Donc voilà, plus orienté, travaux pratiques, ce qu'on n'avait pas fait en prépa, quoi, parce que c'était très théorique en prépa. Et donc la deuxième année, on commence la spécialisation, donc au milieu de la première année à peu près, est venu le moment de me spécialiser, de choisir un parcours, et donc bien sûr, en cohérence avec mes préférences personnelles, j'ai choisi le développement d'applications. Et en fait, on choisissait le parcours en fonction de deux options majeures. Et donc moi, j'ai choisi imagerie, traitement de l'image, et développement d'applications, ce qui a donné comme nom à mon diplôme, développement d'applications pour l'image. En fait, c'était deux briques vraiment différentes. D'un côté, on faisait du dev, on apprenait à coder, des jeux, on a fait des Tetris, on a fait ces trucs assez rigolos, assez ludiques. Et en parallèle, on faisait du traitement de l'image, donc comment appliquer un filtre gaussien sur une image, tout ça, ça reste du code, mais appliqué à l'image. Et puis, en milieu de deuxième année, on a eu des présentations de la part de personnes extérieures qui venaient nous présenter des parcours existants, des doubles parcours, que ce soit en partenariat avec la fac de Saint-Étienne, avec d'autres facultés, ou encore le réseau Mines Télécom, parce que mon école faisait partie du réseau Mines Télécom. Et on a eu dans ce panel de présentation, une présentation sur le double diplôme Mines Télécom et fac de Montpellier, fac de médecine de Montpellier, qui proposait en fait du coup une année de spécialisation dans les télécoms pour la santé. Donc ça passe par la robotique, l'imagerie médicale, les dispositifs implantés, tout ça, voilà, le suivi, les dossiers patients, tout ça, voilà, vraiment tout ce que la technologie et l'informatique peut apporter au domaine de la médecine. Donc moi, ça m'a plu, ça m'a inspiré, et donc j'ai postulé pour aller faire ce parcours-là. Mais entre-temps, j'avais 2 mois de stage l'été, et donc c'était un stage à l'étranger, parce qu'on avait une expérience obligatoire de 8 semaines à l'étranger, donc j'avais choisi ce stage-là pour faire mon expérience à l'étranger.
Et je suis pas partie très loin, hein, je suis restée dans les montagnes en plus, je suis partie en Suisse et en plus de ça côté Genève, donc c'était vraiment l'étranger pour dire que c'était l'étranger mais voilà, du coup je suis partie à Genève 2 mois à la fac, en stage à la fac de Genève où je faisais de la classification, un Tetris, on est resté sur le Tetris par rapport à mes cours de dev, c'était rigolo, mais un Tetris adaptatif. Alors c'est quoi un Tetris adaptatif ? C'est en fait le fait de capter quelques signaux sur le corps du joueur. Donc ici, c'était notamment le rythme cardiaque et la saturation d'oxygénation du sang dans le bout des doigts, grâce à des capteurs qui sont faits pour ça, et d'adapter le niveau du jeu en fonction de l'état de stress du joueur, de manière à ce que le joueur soit toujours à fond dans le jeu. Et donc, voilà, le but, c'était de classifier l'état de joueur. Est-ce qu'il est très stressé ? Est-ce qu'il est ennuyé ou est-ce qu'il est au bon niveau de stress ? Et grâce à cette classification, on savait ce qu'on devait faire avec le niveau du jeu. Donc si le joueur était trop stressé, on devait diminuer un petit peu le jeu, parce que sinon le risque c'est qu'il abandonne et se lasse. S'il était ennuyé, le but c'était d'augmenter le niveau du jeu, exactement pour les mêmes raisons. Et s'il était dans un bon niveau de stress, donc un stress... que le joueur soit stressé mais pas trop, là on laissait le jeu au même niveau parce que du coup il était dans il était dans les bonnes conditions pour avoir envie de continuer le jeu. Ça c'était mon stage à Genève, j'ai beaucoup appris et finalement géographiquement et politiquement parlant, Genève c'est très proche de la France mais c'est quand même une autre culture, la vision suisse. Je suis revenue au franc, ça m'a fait assez rire. Et ça m'a quand même beaucoup apporté ces 2 mois de stage en Suisse. Et en revenant, du coup, je suis pas partie à Saint-Étienne, je suis redescendue à Montpellier pour cette fameuse dernière année en double diplôme dans les télécoms pour la santé. Donc la dernière année de l'école d'ingénieur, il faut savoir qu'elle est scindée en 2 semestres et que le deuxième semestre est un semestre de stage de fin d'études. Donc en fait, mon double diplôme, ma double formation, elle était vraiment intense sur 6 mois en cours et ensuite 6 mois de stage. Donc les 6 mois de cours, on a essayé de balayer un peu tous les aspects techniques de la santé, donc la robotique, le juridique, la protection des données, l'imagerie médicale, tout ça, et c'était passionnant. J'ai appris tellement de choses. C'était vraiment passionnant ce semestre-là d'études. Et en même temps, ça a commencé à me détacher un petit peu de la technique du développement, parce que ce que j'ai pas dit jusque-là, c'est que je me suis très vite rendu compte en école d'ingénieur que le développement, ça m'intéressait. J'aime bricoler, mais je me vois pas faire ça au quotidien. Et donc ce double diplôme a été aussi un moyen pour moi d'échapper un petit peu au quotidien qui m'était tout tracé, au chemin qui m'était tout tracé, à savoir faire du dev. Dans le courant de ce semestre-là, on a eu des intervenants extérieurs qui sont venus nous présenter leur métier, et notamment un intervenant qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs, Stéphane Chemouni, qui était à l'époque le PDG d'une société qui s'appelle Intrasense et qui développe des applications pour l'image médicale. En fait, c'est du post-traitement avancé d'image médicale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous passez un scanner ou une IRM, le médecin, le radiologue, il va collecter les images qui sortent de la machine, à savoir le scanner ou l'IRM, les mettre dans le logiciel de post-traitement d'image avancé et regarder l'état de vos organes, etc. Et en fait, voilà, le corps de métier d'Intrasense, c'est de développer des applications qui aident les médecins, les radiologues et les cancérologues, oncologues, à faire un bon diagnostic grâce à l'imagerie médicale. Et j'ai trouvé ça... franchement, ça m'a tellement inspirée. Et donc, j'ai demandé à monsieur Chemouni s'il était OK pour me prendre en stage, pour mon stage de fin d'études. J'ai pris mon courage à deux mains, hein, soyons clairs, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis pas vraiment timide, mais finalement, à cette époque-là, j'étais un peu impressionnée quand même. Mais en même temps, à côté de moi, j'avais l'expérience d'une copine qui était très inspirée par une société montpelliéraine pendant ses études en école d'ingé, avant de venir à Montpellier. Et un jour... l'entreprise a reçu un prix et ma pote, du coup, elle a envoyé un mail au PDG en le félicitant tout simplement, sans rien lui demander, hein, voilà, en lui disant qu'elle était très inspirée par ce qu'il faisait au quotidien, qu'elle trouvait que son entreprise avait un beau projet et que le fait que cette récompense arrive, c'était l'occasion pour elle de les remercier et de les féliciter.
Et cette personne-là lui a parlé de cette formation qu'il existe à Montpellier et lui a proposé un stage de fin d'études. Et donc moi, je me suis dit, en fait, qui tente rien à rien, c'est génial, quoi. Elle a juste fait un mail pour dire bravo, franchement, ce que vous faites, c'est génial. Et elle a eu un stage, donc pourquoi pas, à la limite, à la fin du cours, aller voir Monsieur Chemouni et lui dire. Et il se trouve que, Stéphane m'a accepté de me prendre en stage. Et j'ai fait mon stage de fin d'études, du coup, chez Intrasens, dans le pôle de test, donc le pôle de qualité logicielle, qui est du coup technique, mais sans plus, c'est pas du dev, et ça, c'était génial. Il faut savoir que dans le développement logiciel, il y a 3 pôles d'action. Le premier qui consiste à recueillir les besoins du client ou de l'utilisateur et à le formuler, à visualiser comment va fonctionner l'application. Ensuite, il y a le métier du développeur qui lui arrive au milieu et donc du coup qui code carrément l'application telle que demandée. Et le dernier métier qui est celui du testeur qui va vérifier que l'application codée par le développeur correspond bien à ce qui a été demandé par le premier métier. Et donc moi je suis arrivée sur ce pôle-là et c'était top pour moi parce que ça me permettait de dialoguer avec des devs en comprenant ce qu'ils disaient, parce que j'ai une formation technique, et en même temps en me rapprochant plus du côté fonctionnel de l'application. Et voilà, à la fin de mon stage, j'ai adoré mon stage, j'ai fait 6 mois de stage, et à la fin de mon stage, ils m'ont proposé un CDI. Donc bien sûr, j'ai accepté, je sortais d'école, c'était parfait pour moi. En plus de ça, je connaissais l'équipe, donc comme Mathieu, un des intervenants précédents, il n'y a pas eu mis à part le salaire, il n'y a pas eu de différence entre la fin de mon stage et mon début de CDI, parce que j'avais déjà ma tasse dans la salle à café, comme je dis, et donc j'étais déjà intégrée à l'équipe. Il n'y avait vraiment aucun stress supplémentaire pour moi. Et ensuite, j'ai fait 6 mois de CDI, et puis la suite, je vous la réserve pour le prochain épisode de cette nouvelle série, qui sera en fait la deuxième partie, avec mes premières années en CDI, donc mes 5 ans, voilà, de la sortie de l'école d'ingé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me contacter en MP sur mes réseaux sociaux, donc Morgane Gramont, à peu près partout je m'appelle comme ça, ou bien par mail à contact@morganegramont.fr si vous souhaitez participer à ce podcast, partager votre parcours, essayez d'inspirer un petit peu aussi, pourquoi pas, les jeunes d'ici qui savent pas, qui se rendent pas forcément compte de ce qu'on peut faire comme métier chez nous. N'hésitez pas à mettre également 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve très vite dans Ils vivent et travaillent en Auvergne.